Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition, naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'America Asia Ocean Race en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits, comme sa récente gamme de poulies Zircon conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic 45 mm qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière orientés performance. Autant de produits que vous pouvez retrouver sur le site www.arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 138e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 31 octobre, il est 11h05 exactement, et nous allons bien évidemment évoquer la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et notamment le scénario assez inhabituel des premiers jours de course. Pour nous en parler aujourd'hui, 2 marins et directeurs de course. Le premier a notamment officié sur le Vendée Globe et la Route du Rhum. Il a participé à 2 reprises à la Transat Jacques Vabre en 1999 avec la Lou Rouquayrol et en 2001 avec Jean Le Cam. Il s'agit bien évidemment de Jacques Carès qui est du côté de la Berbrac. Salut Jacques. Bonjour Axel. Le second a quant à lui également participé à 2 reprises à cette route du café, en 2007 avec le même Jean Le Cam et en 2019 en IMOCA avec Manu Cousin. Il a été un pilier du circuit Figaro et officie également comme directeur de course, entre autres des 24 heures ultimes. C'est bien évidemment Gilda Morvan. Salut Gilda. Salut Axel. Eh bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide retour sur ces premiers jours de la Transat Jacques Vabre qui auront été animés du côté du Havre. À cause de la météo qui a conduit la direction de course à décider de lancer 3 classes sur 4 dimanche au Havre, à destination de la Martinique sur le parcours prévu de 7500 milles pour les 5 ultimes, vers l'Orient pour les Ocean 50 et classe 40 pour une première étape. L'objectif étant de les mettre à l'abri en prévision de la tempête Ciarán qui va frapper les côtes françaises à partir de demain mercredi. Cette première étape s'est terminée au bout d'un peu moins de 24 heures pour les Ocean 50, remportée par Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sur solidaire en peloton, devant les duos Luc Berry-Antoine Joubert et Sébastien Roch, Jean-Baptiste Gelé. Du côté des classes 40, la victoire est revenue à Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux sur la Grande Pirelli, devant Xavier Macaire et Pierre Le Boucher sur Groupe SNEF, et le duo d'Inter Invest, Mathieu Perrault, Kevin Bloch. Les ultimes sont quant à eux au large du Portugal au moment où on se parle, et c'est SVR Lazartigue, mené par François Gabard et Tom Laperche, qui est en tête, devant le Maxi Edmond Rothschild de Charles Caudrelier et Erwan Israël, et Banque Populaire du duo Armel Lecléache, Sébastien Josse. Voilà pour ce petit récap de ce début de course animé. On va peut-être commencer par toi, Jacques. Tu étais ce week-end, même en cette fin de semaine, du côté du Havre pour assister à ce départ de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, que tu as commenté d'ailleurs sur France 3. Toi qui connais cette Transat depuis bien longtemps, hein, je le disais, tu as participé en 99 et en 2001. Comment tu vois, t'as vu évoluer cette Transat quand tu vois le bassin aujourd'hui avec 95 bateaux, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est extraordinaire de voir autant de bateaux, 95 bateaux, toutes ces séries qui sont là avec vraiment une maturité forte aujourd'hui. C'est des bateaux, ils sont préparés, les équipages sont entraînés. On sent qu'il y a un professionnalisme dans toutes les classes.
même s'il reste forcément de bons amateurs bien aguerris. Mais c'est vrai que la qualité de la course prend à chaque édition un degré supplémentaire. D'autant plus que les conditions de départ étaient quand même musclées. Il faut avouer qu'ils sont partis avec du vent fort, 30-35 nœuds dans les rafales. C'était très engagé et je sollicite vraiment bien. Je pense que la direction de course a bien fait aussi de les arrêter, puisqu'à Lorient, les séries peuvent faire une première étape et puis seuls les ultimes, avec leur vitesse forte, peuvent passer sous les dépressions du moment. Bon, on va reparler dans le détail de ces décisions. Gilda, toi aussi, tu as participé 2 fois à cette Jacques Vabre. La première en 2007. Tu suis bien évidemment l'actualité de la course au large et de cette course en particulier. Comment toi tu vois l'évolution de cette Jacques Vabre? Bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je crois que c'est un peu exceptionnel les conditions qu'il y a eu ces derniers jours là. On a eu quand même des passages de dépression successives, dont certaines qui sont plus fortes que d'autres. D'habitude, on en prend une et puis les bateaux arrivent à descendre assez sud assez rapidement, traverser le golfe de Gascogne dans des conditions dures, mais ça passe. Là, le problème, c'est qu'il y a pas les périodes sont tellement courtes qu'il y a même pas le temps de donner un départ et de dégolfer. Donc, je pense que c'est vraiment cette année, c'est vraiment exceptionnel et ça donnait un départ très compliqué avec juste les ultimes qui partent vraiment sur le grand parcours et les autres séries qui sont bloquées, soit bloquées au Havre pour les IMOCA, soit arrêtées à Lorient pour les autres séries. Bon, on va justement parler de ces décisions. Vous êtes tous les deux directeurs de course. Jacques, est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu pourquoi Francis Le Goff a pris cette décision de lancer 3 classes et d'en garder une au port au Havre? C'est une décision qui a été prise un petit peu au fur et à mesure. C'est vrai que les systèmes sont très actifs, parfois même surprennent un petit peu de leur évolution d'un fichier à l'autre, ce qui fait qu'à l'origine, il y aurait dû avoir finalement que les classes 40 à s'arrêter, et puis finalement les conditions et les systèmes avancés du système dépressionnaire et surtout celui de la Corogne, la deuxième dépression, fait que c'est devenu un petit peu très très dangereux pour les autres séries. Donc je comprends très bien que Francis ait passé une très mauvaise nuit la veille du départ. Maintenant, je crois qu'on va pas regretter, hein, on va être dans le coup de vent à partir de mercredi soir, jeudi, et surtout jeudi dans la nuit. Je crois que tout le monde est à l'abri, les ultimes ont fait le passage, les derniers sont encore un petit peu dans de la mer, mais ça y est, les premiers sont pas loin de la dorsale anticyclonique. Donc je crois qu'on n'est pas là pour faire les jeux du cirque, que ce soit organisateur, directeur de course et surtout aussi les coureurs. Je pense que la décision est bonne et puis c'est vrai que ça met un petit peu de chamboulement dans tout ça, mais c'est la nature et il faut faire avec. Et pourquoi ne pas avoir, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi les IMOCA ne sont pas partis en même temps que les Ocean 50 et les classes 40? Alors ça, c'est important à bien expliquer aussi parce que les IMOCA, c'est une classe quand même de bateaux tour du monde. C'est des bateaux costauds qui sont éprouvés. Ils sont pas partis parce que les conditions étaient trop mauvaises. Ils auraient très bien pu partir effectivement dimanche dernier avec les 2 autres séries. Par contre, le problème que l'on a, c'est que c'est des bateaux qui ont des appendices importants, qui ont des tirants d'eau forts, 4,50 m, et en logistique portuaire, on ne pouvait vraiment pas les accueillir sur la côte, on va dire, bretonne ou atlantique. Donc, on n'avait pas de place. Hein. Ça quand même 39 bateaux qui devaient partir en IMOCA. Ces bateaux-là prennent beaucoup de place. Donc, la sagesse a fait de les garder au Havre pour faire un nouveau départ d'ici quelques jours. Et les autres se sont arrêtés. Donc, je crois que c'était bien prudent. C'était un peu chaud pour passer. La moindre avarie les mettait sans échappatoire, on va dire. Donc, la mer qui est prévue d'ici 24, 48 heures, c'est quand même du 10 mètres de creux dans le golfe de Gascogne, voire plus. Donc, on n'est vraiment pas là pour casser du bateau et du bonhomme. Gilda, est-ce que tu es d'accord avec Jacques? Francis a pris les bonnes décisions? Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que au départ, les IMOCA partaient, hein, il n'y avait pas de souci pour un départ dimanche. D'après les vitesses des bateaux, ils passaient au niveau du Cap Finistère avec des conditions, c'était faisable en fait. Et après, ça s'est un petit peu en fait dégradé au fur et à mesure les dernières heures. Quoi. Le samedi, les conditions se sont dégradées dans le Dock Gascogne et avec une possibilité que les IMOCA rencontrent vraiment des conditions sévères qui passent pas le Cap Finistère.
Donc la solution était de dire non, on prend pas le risque d'envoyer 40 bateaux au Cap Finistère qui risquent d'être bloqués dans les conditions extrêmes. Donc je pense que c'était aussi un peu la sagesse de les garder au port, de pas les faire partir. Et après, c'était pas facile de faire un scénario différent, de les faire partir, mais les mettre où? On peut pas improviser un port avec 40 IMOCA du jour au lendemain. Donc c'est très compliqué. Et donc la seule solution, c'était de les garder au port au Havre. Et est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'un point de vue un peu lisibilité médiatique de garder tout le monde au Havre? Pourquoi avoir quand même lancé deux flottes vers l'Orient? Oui, c'est certain que c'était une option. En fait, ça s'est un petit peu pour Francis cumulé au fil des fichiers nouveaux qu'il a pu recevoir. Donc, c'est vrai que le fait de faire partir une partie et pas tout le monde, ça complique les choses. C'est toujours pareil après réflexion, c'est toujours plus facile d'imaginer qu'on aurait dû garder tout le monde peut-être au Havre pour faire la vraie fête du départ du Havre. Maintenant, je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que 90% des bateaux sont à l'abri, les ultimes esquivent vraiment comme prévu les différents fronts qui sont en activation en ce moment. Je crois que l'un dans l'autre, il faut pas regretter. On a fait quand même un très joli départ des classes 40 et des Ocean 50 du coup dimanche dernier. C'était quand même des images magnifiques. Il y aura certainement un magnifique départ encore avec les IMOCA d'ici peut-être dimanche ou lundi prochain. Voilà, donc la course reste belle malgré tout, même si elle est perturbée. Ouais, je sais que la classe IMOCA, par la voix notamment de son président Antoine Mermot, il y a une interview ce matin dans Ouest France, est assez remontée parce que finalement, elle a pas bénéficié de l'exposition médiatique dont ont profité les autres classes avec effectivement ces magnifiques images qu'on a vues sur le live du départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilda, toi, qui a ton fils Gaston qui court en IMOCA? Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que samedi soir, tout le monde partait, quoi, hein. Toutes les séries partaient en mer, les IMOCA faisaient leur parcours, les ultimes pareil, donc il y avait aucun souci et ils avaient juste prévu que le Ocean 50 et classe 40 s'arrêtent à Lorient, ils passaient pas le mauvais temps dans le golfe de Gascogne, donc tout ça était impeccable. Je crois ils avaient bien géré la situation, il y avait aucun souci. Maintenant, dans le samedi soir, les derniers modèles mettaient que des conditions sont dégradées. Et donc, ils se sont retrouvés un peu au dernier moment à trouver une solution. Mais quelle était la meilleure solution? Est-ce que c'est de pas faire partir les IMOCA et essayer de trouver au dernier moment un port qui les accepte lundi? Je crois que la solution a été pas facile à trouver. Et peut-être que la plus sage était quand même de les laisser au port au Havre. Mais je pense que c'était très compliqué de trouver une autre solution. Jacques, ton avis sur le sujet? Ouais, alors après c'est surtout l'explication parce que c'est vrai quand on voit des bateaux autour du Mondis qui font le Vendée Globe ne pas partir et d'autres séries partir, ça peut mettre un certain trouble dans l'idée du public et c'est ça qui fait un peu mal aussi à l'image de ces bateaux-là et je comprends très bien que le président de la classe soit courroucé par ça parce que c'est vrai que c'est des bateaux magnifiques, c'est des bateaux de large. Par contre, c'est l'explication. Il faut tout de suite bien expliquer que c'est pas pour des raisons spécialement que de météo, c'est surtout pour des raisons de logistique on pouvait pas les mettre ailleurs qu'au port du Havre. Donc ça c'est peut-être à ressouligner. Ils sont pas partis parce qu'ils avaient pas ils avaient pas de suffisamment de bonnes conditions pour partir et surtout joindre un autre port, c'est que il n'y avait pas d'autre port pour les accueillir. Donc je crois que c'est pas toujours simple, il y a forcément des confusions et du coup, c'est vrai que l'exposition a été plutôt un petit peu bâclée pour eux parce qu'ils sont toujours au port, il y a eu des belles images, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Donc les images qui seront les images probablement de dimanche prochain ou lundi prochain seront certainement un départ extraordinaire aussi. Donc voilà, je pense que l'organisation et la direction de course va tout faire pour redonner ces belles lettres de noblesse à ces bateaux-là, cette magnifique classe qui est la classe IMOCA. Gilda, toi, tu as donc ton fils Gaston qui concourt en IMOCA avec Giancarlo Pedote sur Prysmian Group. Tu as échangé avec lui, comment lui il vit un peu ce report, parce que finalement les marins l'ont appris un peu au réveil dimanche matin. Certains étaient déjà même quasiment au ponton.
Ouais, bah lui c'était pareil. Il m'a expliqué qu'en fait, qu'à 7h30 il était à bord du bateau. On lui a dit, ben, il y a un avenant qui vient de sortir. Il dit bon bah c'est pas grave, je le regarderai une fois que je serai à bord, tranquillement. C'est sûrement un changement sur la zone de départ. Pas de panique. Mais on lui dit non, non, je crois que c'est plus que ça. Et puis bah, il l'a pris à 7h30, comme quoi il y avait pas de départ. Donc c'est vrai qu'ils ont été un peu surpris du changement de position, quoi. Et c'était bah, pas facile à comprendre, hein, que ils étaient prêts, tout était prévu pour partir, et ils savaient que les conditions allaient être dures au passage du Cap Finistère, qu'il fallait aller vite. Mais bon, après ils l'ont accepté comme tout le monde, essayer bah, tant pis de ranger les bateaux au mieux pour la tempête de mercredi. Jacques, toi, même Gilles sans doute aussi, vous avez vécu en tant que directeur de course ce genre de pression du départ avec des choix à faire. Raconte-moi, Jacques, comment on vit cette pression, parce que j'imagine que les pressions, elles arrivent de partout, entre l'organisateur, les différentes classes, les partenaires. Comment on gère ces multiples acteurs et comment on prend ces décisions du mieux possible. Ouais, c'est une pression énorme, hein. C'est une pression énorme parce qu'on a affaire à des candidats qui sont très affûtés, qui sont très renseignés. C'est des professionnels, donc faut pas se louper, comme on dit. Donc, dans des situations comme ça, des pressionnaires, forcément la pression monte. On voit bien que les systèmes sont très actifs. C'est arrivé dans d'autres courses, ça m'est arrivé à la dernière, pas la dernière Route du Rhum, mais celle d'il y a 8 ans. Et c'est vrai que j'avais fait partir parce que il y a partir parce qu'on pense que c'est possible, mais c'est vrai qu'on est aussi tenu par un organisateur, par toute une mise en place qu'il est difficile de déstabiliser. Cela dit, la priorité, c'est les coureurs et c'est le choix du directeur de course, à mon sens, qui prévaut. Ce directeur de course, en général, ne donne pas une situation sans bien se renseigner. Moi, j'ai toujours l'habitude d'essayer de questionner, pas tout le monde, mais quelques coureurs dans chaque classe pour avoir un peu leur ressenti, parce que tous les bateaux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop d'informations ou trop d'avis, mais malgré tout, faire une belle sélection d'avis et être très proche des coureurs pour, en tout cas, essayer de prendre la meilleure décision, même si elle fait pas l'unanimité. Ouais, bien évidemment. Il y a eu quand même un départ, donc trois classes qui se sont élancées dimanche. Les ultimes, on va en reparler, sont donc au large du Portugal ce matin. Il y a eu donc pas de parcours côtier pour les Ocean 50 et pour les ultimes. Par contre, il y a eu un petit parcours préliminaire pour les classes 40 avec un passage de bouée qui a été très chaud. Est-ce que Jacques, tu commentais toi ce départ pour France 3? Il y a eu d'ailleurs quelques chocs, et malheureusement l'abandon notamment du bateau de Bertrand Guillonneau et Quito de Pavan. Est-ce que c'était pas un peu risqué de faire ce petit parcours avec cette bouée à passer dans du vent fort, du courant? Comment tu vois les choses? Bien sûr, c'était forcément risqué. On le savait, on se doutait que le virement serait compliqué. C'est laisser une bouée à tribord, et effectivement avec du courant fort. Si le virement ne passe pas bien, le bateau s'arrête. Les autres en tribordais arrivent prioritaires. Donc il y avait un gros risque. C'est vrai que peut-être que avec du recul, il faut éviter ce genre de passage, ou en tout cas en inventer un autre. Ça aurait peut-être été bon d'avoir. Enfin, c'est toujours facile à dire, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu la contourner de l'autre sens, et peut-être avec qu'on appelle une deuxième bouée potentielle pour les écarter. Parce que comme le parcours est très court, la première marque était à 3 nautiques 5, la meute des bateaux n'a pas le temps de s'étaler, et ce qui fait que quand on a une bouée à contourner et au plus près pour aller sur la porte qui était la porte Océane à suivre, tout le monde cherchait à virer au plus court de la bouée, donc sans prendre d'autres dispositions. Et malheureusement, le courant fort, la brise, c'est des bateaux aussi à ballast. Du coup, ils se sont retrouvés pendant certains un petit peu déstabilisés sur ce premier virement. Et malheureusement, ça a occasionné quelques contacts, voire malheureusement aussi l'abandon officiel aujourd'hui de Quito de Pavan, qui connaît très bien cette course. C'est forcément regrettable. Gilda, toi, j'imagine tu étais devant ton écran de télévision, tu n'étais pas sur place au Havre. Comment tu as trouvé ce départ, hein? Les images étaient absolument magnifiques, hein. Les ultimes lancés à 35 nœuds dans de la mer démontée, c'était joli à voir. Comment tu as trouvé ce départ sur les trois classes? Bah, c'est vrai que
C'était joli, hein, c'était magnifique, les images, hein, les ultimes, le Ocean 50. Je pense qu'un départ tout droit, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus simple à faire. La beau spectacle dans ces conditions-là, moi je suis pas très fan, hein, de faire du spectacle pas loin de la côte. Donc soit il fallait mouiller 2 bouées, peut-être une bouée de dogleg pour écarter les bateaux, tout ça, ou alors fallait faire un départ direct. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me dis ça va mal se passer. Je le sentais pas trop ce passage de beaux spectacles, et c'est vrai que c'est un peu triste qu'il y ait les quelques bateaux qui abandonnent suite à ce passage. Donc les beaux spectacles dans des conditions extrêmes, je pense qu'il vaut mieux l'éviter. Bon, on le saura pour le deuxième départ à Lorient s'il y a des conditions extrêmes. Il y a eu donc une première étape remportée en Ocean 50 dans la nuit d'hier, de dimanche à lundi, par Solidaire en peloton mené par Thibaut Vauchel-Camus, Quentin Vlaminck. Gilles, on va continuer avec toi. C'était un peu le favori de cette Transat Jacques Vabre selon toi. Est-ce que pour toi déjà les favoris ont été au rendez-vous de cette première très courte étape? Non, je pense qu'on peut pas trop juger sur cette première étape, hein. C'est une étape assez technique. Il y avait des virements de bord à faire dans les îles anglo-normandes. Il y avait tout le passage de la pointe Bretonne. Donc c'est même pas 24 heures de course, donc ça veut pas dire grand-chose sur une transat, hein. Après, il faudra galoper dans les alizés. Ça va être vraiment différent. Pour moi, c'est juste un petit warm-up, et on peut pas juger sur ce premier tronçon. C'est un peu trop court. C'était en revanche ce que tu le disais, hein, très très technique, une vraie étape de Figaro en plus rapide parce que ces bateaux vont plus vite que les Figaro Veneto 3. Jacques, j'imagine que tu as quand même regardé aussi les trajectoires des bateaux, notamment en classe 40 où il y a eu un peu de certains qui ont fait les rases cailloux. Tu connais bien le coin, et finalement la victoire d'Ala Grande Pirelli du duo Ambrogio Beccaria, Nicolas Andrieux. On a l'impression, pour le coup, ils ont fait quasiment toute l'étape en tête. Comment tu as vu un peu leur trajectoire? Ah bah oui, j'étais admiratif, hein. C'est vrai que ça soit les classes 40 ou les Ocean 50. D'abord, la préparation des bateaux me semble bonne parce que les Ocean 50, ils arrivent tous à Lorient sans problème important. Et les classes 40, ils ont fait aussi une course de, comment on peut appeler, une étape de Figaro presque. C'était vraiment une course au corps à corps, mano à mano. Il faut souligner, c'est vrai, cette belle performance qui a été leader tout le temps de notre Italien Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Ils ont fait une course magnifique avec un contournement forcément de la Bretagne qui est pas simple, d'autant plus qu'il y avait des courants de marée très forts. On était sur des coefficients de 104, ce qui est important. Donc forcément, le Raz Blanchard a passé, le Chenal du Four, dans les Anglo-Normandes, beaucoup de courants également. Une multitude de manœuvres je crois ils ont fini au portant pour venir sur l'Orient, donc il a fallu s'engager beaucoup sur les manœuvres. Notre ami italien, lui qui n'a pas été enrouleur principal devant, bah il a certainement été amené à faire des manœuvres certainement lourdes puisqu'il a il a un génois endraillé devant, donc c'est plus compliqué pour lui. C'est un bateau hyper optimisé. Donc c'est une belle course, et les écarts sont faibles, hein. Donc la régularité aussi de Xavier Macaire avec Pierre Le Boucher juste derrière. On a l'impression qu'on a vécu finalement une étape de figariste, bord à bord, dans les cailloux, les chenaux, les renverses de marée, le trafic maritime, les DST. Non, c'était très très engagé. Bon, justement, tu parlais de Xavier Macaire. Effectivement, lui, pour le coup, ils ont vraiment été joués dans les cailloux avec Pierre Le Boucher. C'est vraiment la marque du figariste. Ah bah c'est certain, hein. Bah Gilda il connaît ça même bien mieux que moi encore. C'est sûr, des figaristes, ils vont jusqu'au caillou, ils prennent forcément parfois certains risques même, mais c'est aussi ça la compétition, c'est de rien lâcher, de rien donner à l'autre. Et effectivement, cette étape était très technique, elle était très engagée, très dure. Le seul paramètre positif qu'ils ont peut-être eu, qui pouvait leur faciliter la vie, c'était peut-être la pleine lune. D'accord. Gilda, comment toi tu as vu cette première étape en classe 40? Ben il y a une belle bagarre, hein. C'est vrai qu'ils étaient assez proches. Moi, je les ai vus passer au large de la mer. C'était sympa à regarder, hein, sur la carto, ainsi de suite. Assez dur, hein. Je crois qu'ils ont eu des conditions. J'ai entendu parler de 50 nœuds au niveau de Cherbourg, donc conditions extrêmes. Le vent a molli sur la fin. Bon, ça reste une première petite étape quand même par rapport à l'ensemble de la traversée pour la Martinique. Donc
on va pas trop en tirer les conclusions. On voit que le favori, les favoris sont présents aux avant-postes. C'était une belle première étape, mais la course est encore longue. Bon, un vrai tour de chauffe. Justement, la course est encore longue, donc quand vous regardez un petit peu la météo des jours à venir, on va continuer avec toi, Gilda. Tu imagines un départ possible quand pour toutes ces flottes? C'est compliqué, hein. Je vois que ça s'enchaîne quasiment tous les 24-48 heures, une dépression qui passe. On espère un départ dimanche. Samedi, les conditions sont quand même assez dures. Dimanche, peut-être que ce sera un peu mieux. Mais tout ça évolue un peu au fil du temps. Donc, pour l'instant, on est sur un départ dimanche. Jacques, toi, quand tu vois la situation météo, comment tu vois ça? Bah, c'est vrai qu'on parle je crois qu'ils ont une réunion, en tout cas pour les IMOCA, mercredi midi, pour prendre une certaine décision. Dimanche, ça me paraît presque trop tôt, parce que je pense que l'état de la mer n'aura pas le temps de se calmer, hein. On est quand même dans un vaste système, avec une mer très formée sur le plateau continental. Donc le dimanche, il y a rien de trop pour partir. Enfin, ça sera certainement des conditions encore de mer fortes, et j'ai un peu peur que parfois il faut pas non plus se dire qu'il faut gagner coûte que coûte 24 heures. Il faut peut-être être un peu plus sage tant qu'à l'avoir été, et de partir dans des conditions bien plus clémentes, parce que la mer se calme pas aussi vite que le vent. Et ça sera le cas après, ou il y a encore une autre dépression qui arrive derrière? Alors le vent aura bien molli. Là, pour moi, c'est l'état de la mer qui me fait toujours un peu peur, et souvent on la regarde quand même dans un second plan, alors que c'est souvent ça qui casse les bateaux. Je pense que dimanche, il y a, à mon sens, il y a rien de trop. Moi, j'aurais plutôt imaginé lundi, lundi après-midi. Mais bon, je Est-ce pense que que ça va bouger. ouais, est-ce que selon toi, c'est envisageable d'avoir trois départs séparés? Par exemple, on lance les Ocean 50 à un moment, les classes 40 à un autre, et les IMOCA au Havre à un autre moment. C'est possible? C'est un scénario possible? Oui, ça serait possible, hein. C'est vrai que à partir du moment où on a un petit peu tout chamboulé, tant qu'à faire, on peut faire un peu ce qu'on veut, puisque ça sera un temps cumulé, hein, pour les bateaux qui ont fait une étape. Donc ça sera un peu comme la solitaire du Figaro. Ils vont cumuler les deux temps. Ce qui est dommage, c'est que dans ces séries-là qui ont fait une étape et qui ont fait un arrêt à Lorient, ben forcément là, le premier qui arriverait en Martinique ne sera pas forcément le premier, puisque ça sera le cumul des temps. Ça, c'est toujours compliqué à expliquer au public. Donc, je souhaite que quand même que l'ensemble des classes partent au même moment. Je crois que ça sera beaucoup plus limpide pour tout le monde. Bon, on va parler des bateaux maintenant qui sont encore en mer, hein. Il y a 5 ultimes qui sont donc élancés dimanche. Ils sont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au large du Portugal. SVR Lazartigue en tête devant le Maxi Monde de Rothschild, les banques populaires qui sont au coude à coude. Toi, Gilda, tu suis bien cette classe puisque tu es le directeur de course des 24 heures ultimes. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ce début de course pour la flotte des ultimes. Ils ont été toujours assez proches, quoi, hein, depuis le départ. Donc on voit que les vitesses sont très proches entre les bateaux. Il n'y a pas beaucoup d'écart. La stratégie est à peu près la même. Ça a joué un petit peu sur le DST. Donc SVR est plutôt en se disant je vais chercher la bascule du front en premier, donc à glisser dans l'ouest maximum pour chercher la bascule en premier, ce qui a été bon, positif, parce qu'après derrière, c'est vrai qu'il était toujours plus rapide. Et il a repris la tête lundi matin avec cette position. Maintenant là, ils sont quasiment au niveau de pas loin de Gibraltar, donc là ça se regroupe parce qu'en fait ils rentrent dans une zone plus faible. Donc on va dire qu'ils sont tous encore à égalité, quoi, tous très proches en termes de positionnement et en termes de vitesse. Jacques, comment tu vois cette flotte? Toi, tu les connais aussi bien, hein. Tu as été directeur de course sur la Brest Atlantique fin 2019. On a l'impression, là, on entend très peu parler de pépins techniques. Ils ont quand même eu des conditions très engagées sur les premières heures de course. Comment tu vois un petit peu l'évolution de cette flotte? On a l'impression qu'elle arrive quand même bien à maturité maintenant.
Oui, complètement, Axel. Je trouve elle a pris un degré de maturité important. Les conditions étaient quand même engagées, hein, sur tout ce démanchage. C'était compliqué, c'était tactique, c'était entre les îles Jersey, Guernesey, il y avait beaucoup de manœuvres et on se rend compte que quand même ces bateaux-là, même c'est en équipage réduit, c'est à deux, les gars ils s'en sortent très bien. Ils font des belles trajectoires, ils vont très vite tout le temps. C'est vrai qu'il y a eu un petit décalage entre ceux qui sont passés au nord du DST. Il y en a eu que 2 bateaux. Il y a eu donc SVR, Lazartigue et puis Actual qui sont passés au nord du DST, qui a fait un petit décalage surtout bien payant pour SVR Lazartigue. C'était plutôt bien vu, je pense. Maintenant, comme dit Gilda, il y a rien de fait. Ils vont rentrer dans la dorsale anticyclonique. Ça va ralentir pour tout le monde. Je crois que le duo Gabard Laperche ont remis un petit coup à droite encore tout à l'heure, donc ils se décalent un petit peu plus ouest pour attaquer cette dorsale, mais il y aura forcément un petit resserrement. Donc les jeux sont loin d'être faits, mais en tout cas cette classe-là a énormément progressé. Moi je suis admiratif de voir comment on peut mener aussi bien des bateaux aussi compliqués et aussi rapides. Gilda, au niveau justement des performances des bateaux sur cette première course qui était plutôt une course dans des conditions plutôt rapides, c'est pas une surprise de voir les 3 premiers actuels aux 3 premières places? Ouais, on voit que c'est les 3 bateaux qui ont beaucoup progressé dernièrement. Gitana qui était toujours un petit peu au-dessus et maintenant qui est un peu qui s'est fait reprendre du retard, et les 3 bateaux Banque Populaire, SVR et Gitana sont très proches en vitesse. Sodebo qui a toujours un petit cran arrière, mais on a 3 bateaux qui sont vraiment très proches en vitesse. Ouais. Ça donne vraiment une belle bagarre. Et Actual aussi qui est pas très très loin non plus. Donc on va dire que les 5 sont encore très 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 proches pour la suite de la course. Ouais, comment tu la vois, la suite de la course? Bon, là, il y a une grosse barrière anticyclonique devant eux, et après, ça va dérouler, c'est les alizés derrière? Non, c'est compliqué. Il y a pas une alizée classique. On voit que tout est un peu chamboulé. L'anticyclone des Açores, on sait plus trop où il est. Il est malmené avec les ensembles des dépressions qui passent, et donc, c'est pour eux tout jusqu'au Cap-Vert, tout ça, ça va être une course et pas facile parce que c'est pas des conditions habituelles, donc ça va être très très tactique toute cette descente jusqu'à l'équateur. Eh bien, très bien. Eh ben, on va continuer à suivre ces marins dans leur descente de l'Atlantique. On espère pour les autres un départ prochain. Alors dimanche ou lundi, les débats sont ouverts. On en saura sans doute un peu plus demain, mercredi, lors de la réunion du IMOCA, et peut-être un peu plus tard pour les autres classes. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce début de Transat Jacques Vabre, dont on parlera forcément dans nos prochains épisodes de Pause Report et sur la newsletter Tip & Shaft. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne journée. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 139e épisode de Pause Report. Bonne journée. Bonne journée, Axel. À bientôt. Bonne journée. Salut, Gilda. Salut, Jacques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!